On va commencer la deuxième partie de ce webinaire qui porte sur la renouée du Japon. La première a été présentée par Claude Lavoie mardi. La deuxième, c'est Étienne Brancard de Wallonie qui va la présenter. Ce webinaire, en fait, rentre dans le cadre d'un projet d'échange international entre le contrat de rivière Semois-Chière et le Cobaric. C'est un projet qui a été financé par la 11e commission mixte permanente de Wallonie-Québec. On a à date traité les sujets de la gestion de l'eau au Québec et en Wallonie, les logiciels et les bases de données, l'agriculture et l'eau, la protection des sources d'eau potable, la gestion des eaux usées. Et là, on est sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, on a un premier volet qui n'aborde que la renouée et un deuxième volet en début d'année 2021 qui portera sur le reste des espèces exotiques envahissantes qu'on a chacun chez soi. Donc sur ce, je vais laisser la parole à Étienne Brancard et je vous souhaite une bonne présentation. Donc, bonjour à tous, mais je me présente succinctement. Donc, je m'appelle Étienne Brancard, je suis docteur en agronomie. Donc, une cellule qui est chargée par le gouvernement de coordonner toutes les mesures de prévention et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes sur le territoire wallon. Et donc, on travaille de manière centralisée au niveau de l'administration, mais on a des bras armés un petit peu partout. On travaille avec d'autres départements d'administration, on travaille avec les pouvoirs locaux, on travaille avec les contrats de rivière, avec toute une série d'acteurs, donc pour essayer de gérer au mieux cette problématique-là. Et on est aussi autorité compétente pour la nouvelle réglementation européenne sur les espèces exotiques envahissantes. Et donc, on tâche tant bien que mal de répondre aux nombreuses obligations qui découlent de cette nouvelle réglementation qui est entrée ici en vigueur en Europe en début de l'année 2015. Donc voilà. Et donc, pour compléter un petit peu et pour porter un peu un autre regard sur la renouée du Japon, je vous ai préparé un exposé qui montre un petit peu quelle est la situation ici en Europe, de l'autre côté de l'Atlantique, et qui, donc en première partie, je vais brosser un peu le tableau, et puis progressivement, on va aller vers la lutte, la gestion de cette espèce, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire contre ce super envahisseur. Donc voilà, il y aura 4 parties dans l'exposé. Donc après les généralités, les nuisances et tout ça, on va travailler sur les mesures de prévention, comment est-ce qu'on peut éviter de propager la renouée dans nos paysages. Et on terminera sur qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour s'en défaire là où elle nous gêne et où on voudrait la voir disparaître, et si pas disparaître, au moins réduire sa vigueur. Voilà un petit peu le programme pour les minutes qui suivent. Et donc les renouées asiatiques, ben, si vous êtes ici, je suppose que vous connaissez tous et toutes cette plante bien embêtante et dont il est très très difficile de se défaire. Donc je ne vais pas la redécrire complètement, mais donc voilà, vous la reconnaissez. Vous voyez ces fleurs blanches bien typiques qui apparaissent à la fin de l'été. Et à droite sur la photo, les jeunes pousses qui ressortent de terre au printemps. On a réalisé pour les gestionnaires cette plaquette qui permet de reconnaître la plante au fil des saisons. Et on trouve que l'instrument est assez intéressant, notamment pour tout le secteur des gens qui travaillent avec les terres et qui doivent bouger des terres pour des travaux, pour une raison ou pour une autre, et qui permet finalement de savoir s'il y a présence de l'arnouée sur le terrain, quelle que soit la saison. Et donc, l'avantage avec cette espèce-là, c'est qu'on la voit finalement tout le temps, tout au long de l'année, puisqu'on retrouve les tiges sèches durant l'hiver. Et donc, on peut facilement être alerté par la présence de l'espèce sur un terrain avant de bouger des terres et donc prendre des mesures qui s'imposent pour ne pas continuer à la propager dans l'environnement. Donc, c'est une ressource qui est présente sur notre site internet. Je donnerai l'adresse tout à l'heure, que vous pouvez facilement télécharger. Alors, voilà, l'arnouée, on la connaît tous de par ses organes aériens. On connaît parfois moins ce qui se passe en dessous de la surface du sol. Et la renouée, finalement, c'est un peu comme les icebergs. Et donc, le problème, il est surtout en dessous de la surface du sol.
Donc, ce sont ces fameux rhizomes qui peuvent représenter près de 2/3 de la biomasse de la plante. Donc, on voit que le gros, finalement, de la biomasse, il est situé en dessous du sol. Et donc, ces tiges souterraines sont des organes qui assurent différentes fonctions. Donc, ils assurent la survie de la plante. C'est grâce à ces organes que la plante va survivre d'année en année et passer les conditions hivernales. Elle stocke toute une série de nutriments et elle participe aussi activement à la dispersion de la plante. Alors, très, très bizarrement, finalement, c'est une plante qui ne se disperse pas comme la plupart des autres par ses graines, mais beaucoup plus elle est transportée par inadvertance par l'homme ou par l'eau. Et ce sont surtout les morceaux de rhizome qui se disséminent et qui assurent la dispersion de cette plante envahissante dans le paysage. Alors, les rhizomes, je disais 2/3 de la biomasse, mais aussi, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, on a évalué que dans 1 mètre cube de sol, on trouve entre 30 et 140 mètres de rhizomes. Donc, c'est très impressionnant et ça correspond à ce que vous voyez sur la photo là-bas, avec les premiers centimètres du sol qui sont vraiment très densément colonisés par ce système de tiges souterraines entrelacées qui colonisent tous ces horizons du sol. Et on parle parfois aussi de latence pour ces rhizomes. En tout cas, on sait qu'ils sont très longévifs au niveau du sol. On peut avoir des fragments de rhizomes qui ne s'expriment pas, et quand on va travailler, quand on va remuer ce sol et remettre ces rhizomes plus en surface, eh bien, ils vont pouvoir se réactiver et produire de nouvelles tiges et redémarrer une nouvelle population. Et donc, c'est vraiment là que se situe pour moi le gros souci. Et c'est là qu'on va devoir avoir une action, une intervention pour arriver réellement à essayer de contrôler le processus. Donc, tant qu'on ne va pas toucher à ce système de rhizome, mais qu'on va juste travailler en surface, on va le voir tout à l'heure, les résultats qu'on peut essayer d'avoir au niveau de la lutte contre cette espèce seront relativement réduits. Et si on veut réellement intervenir de manière efficace et se défaire de la plante, eh bien, on va devoir attaquer ce système de rhizome. Alors, on les reconnaît facilement, vous voyez, dans le petit rond là à gauche. Quand on fait une section dans un rhizome frais, eh bien, on les reconnaît facilement à leur couleur orange. Alors, en Europe, c'est un petit peu la même chose qu'au Canada au niveau de la taxonomie de cette espèce-ci. Donc, on parle souvent de la renouée du Japon. En fait, on pourrait parler plutôt des renouées asiatiques, puisqu'on a là un complexe de différentes espèces. Donc, on a la vraie renouée du Japon, Fallopia japonica, qui produit des feuilles assez petites, comme vous voyez sur la photo. Et donc, cette Fallopia japonica, elle est très largement répandue. Et comme au Québec, on a la même singularité, on va dire, c'est que finalement, c'est le même individu. C'est un clone qui a été multiplié et qui, par bouturage, et qu'on retrouve sur tout le territoire. Et donc, c'est génétiquement tip-top la même chose, qu'on soit à Londres, à Bruxelles ou à Paris. Donc, ça, c'est le vrai Fallopia japonica. Elle est mal stérile, donc elle produit un pollen qui n'est pas fertile. Et donc, elle ne se reproduit pas par graines. Par contre, elle est capable de s'hybrider avec une autre renouée, la renouée de Sakhaline, celle avec les grandes feuilles que vous voyez à gauche, pour produire ce qu'on appelle la renouée de Bohème, Fallopia bohemica. Et donc, on retrouve à côté de cette renouée du Japon, qui est la plus fréquente aujourd'hui en Europe, ces 2 autres renouées avec une montée en puissance progressive de l'espèce hybride, donc du Fallopia bohemica. Alors, d'où est-ce qu'elles viennent, ces renouées? Elles viennent du Japon. Et l'origine de ce clone qui envahit toute l'Europe provient d'un individu qui a été ramené par un Hollandais dans les années 1840. Donc, vous voyez, ça ne remonte pas à hier. Et donc, il a été ramené directement du Japon et il a été cultivé, mis en culture dans le jardin botanique de Leiden.
Et à l'époque, en 1847, cette fameuse renouée a été reconnue comme la plante la plus intéressante de l'année. Vous voyez que les perceptions changent. Elles n'étaient pas les mêmes, en tout cas au départ, quand on a introduit la renouée. Et donc, elle a été introduite pour ses qualités ornementales, mais aussi fourragères, médicinales. Elle a été utilisée aussi pour lutter contre l'érosion. Donc, elle a été plantée dans les dunes. On a aussi utilisé pas mal au départ les tiges sèches pour faire des allumettes. Donc vous voyez de multiples usages qui ont été reconnus en 1847 et qui a valu à cette espèce la médaille d'or de la Société d'agriculture et d'horticulture d'Utrecht. Et puis très vite, elle a été multipliée par bouturage et elle a été plantée dans d'autres jardins botaniques. Et donc un an ou deux après, elle était à Kew Garden au Royaume-Uni. Et on a commencé à la planter largement dans les espaces verts, dans les parcs, dans les jardins, etc. Au début, tout s'est bien passé. Et il faut attendre plus ou moins une cinquantaine d'années avant de voir apparaître les premiers articles de personnes qui s'inquiètent de la dissémination de l'espèce dans les paysages et du fait qu'elle commence à se disperser et que là où elle s'installe, on n'arrive plus vraiment à s'en faire mettre. Et donc les ennuis commencent au tout début du XXe siècle. Alors en Belgique, on n'a pas beaucoup de données historiques sur cette époque-là, mais on commence à avoir des données d'inventaire botanique assez précises et détaillées à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez, je vous ai représenté sur le graphique le nombre de nouveaux carrés colonisés par la plante au cours du temps, année après année. Et vous voyez qu'à partir de 1940-1945, progressivement, à un rythme relativement constant. En fait, il y a de nouveaux carrés qui sont colonisés et que la plante prend de plus en plus d'ampleur pour se répandre un petit peu partout sur le territoire. Alors, au niveau cartographique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des zones épargnées? Vous voyez sur la carte ici qu'en fait, des zones épargnées, il n'y en a pas vraiment. Il y a des zones où la plante est présente de manière moins dense, mais elle est répartie sur l'ensemble du territoire wallon. Elle n'est pas répartie au hasard, donc on voit des zones beaucoup plus denses. Il y a notamment les bords de cours d'eau, donc c'est toutes les populations riveraines, le long de la Sambre, le long de la Meuse, par exemple, où elle est très bien représentée aussi sur la Bassourte, la Vesdre et tout ça. Et puis, il y a aussi des zones, je ne sais pas si on voit la souris là, des zones par ici, là, très denses, qui ne correspondent pas nécessairement à des cours d'eau, et qui matchent assez bien avec les zones rouges qu'on voit sur la carte ici dans le coin inférieur gauche, et qui sont en fait des zones urbanisées. Et donc on voit que de manière préférentielle, l'espèce va s'installer dans les milieux où il y a une forte densité de population, où on a les villes, les zones périphériques aux villes, où on bouge beaucoup de terre, où on fait beaucoup de travaux. Eh bien, toutes ces zones-là constituent de petits paradis pour l'installation de cette plante envahissante. Et ces milieux de prédilection, ils sont, comme je viens de le dire, les zones urbanisées, et aussi les bords de voirie en tout genre, donc les talus en bordure de route, en bordure de chemin de fer, ainsi que les milieux riverains, le long desquels la plante se dissémine lors des crues, avec des morceaux de rhizome qui sont emportés par les flots. Alors, on n'a pas de blocs de glace comme au Canada, mais on a quand même une dispersion active par les rivières. Alors localement, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai représenté ici une photo assez représentative de ce qu'on trouve parfois sur le terrain, en bord de route ici, avec, vous voyez, des massifs de renouées qui prennent vraiment beaucoup de place dans le territoire et dont la progression est probablement liée ici à une très mauvaise gestion de la plante qui a dû être fauchée avec des engins mécaniques qui ont emporté des morceaux de renouée à gauche et à droite, au point que la plante forme des cordons continus tout le long des routes et tente même à essayer de s'étendre et de coloniser des zones agricoles. Donc, vous voyez un petit peu le genre de choses qu'on rencontre et le genre de défis que nos gestionnaires sont amenés à gérer au quotidien, avec ici des soucis importants de visibilité pour les automobilistes, avec voilà, les plaques de circulation qui disparaissent enfouies sous les massifs de renouée. Donc là, il y a vraiment un travail à faire pour essayer d'apprivoiser un peu cette plante et surtout de la gérer au mieux pour ne pas favoriser sa dissémination. Alors les nuisances de la plante, elles sont multiples.
Donc, c'est une exotique envahissante au sens où elle se disperse dans l'environnement et elle impacte la biodiversité et les services écosystémiques. Alors, quels sont en termes de biodiversité, les principaux impacts, c'est des impacts sur les autres espèces de plantes. Et le fait que cette espèce est vraiment un très très bon compétiteur. Donc, elle a une croissance très rapide, elle est de grande taille, elle forme un couvert dense et finalement, il n'y a plus grand-chose qui arrive à pousser sous son couvert. Et donc, elle prend toute la place et en plus, elle impacte le milieu sur lequel elle se développe. Donc, le sol est transformé, altéré par le développement de la plante. D'abord, ces feuilles, elles sont très riches en tanins et en composés carbonés qui se décomposent très mal dans le sol. Et donc, la litière s'accumule sur le sol et libère toute une série de composés qui vont influencer la vie dans le sol. Donc, les feuilles et la plante libèrent ce qu'on appelle des composés allélopathiques qui vont réduire la germination et la croissance des jeunes plantules, et donc qui vont empêcher quelque part le développement d'autres espèces végétales. Et elle produit aussi des substances dans le sol qui altèrent la microflore. Et donc il existe plusieurs études qui montrent qu'en dessous des colonies de renouées, on retrouve beaucoup moins de bactéries dans le sol que ce qu'on devrait trouver normalement. On voit que le sol s'acidifie et on voit aussi que tout le cortège de champignons mycorhiziens est fortement altéré. Donc tous ces champignons qui aident à la croissance et qui sont en symbiose avec toute une série de plantes indigènes tendent à disparaître aussi sous le couvert dans le sol, sous le couvert de la renouée. Et donc, ce qui mène à des modifications importantes finalement de tout l'écosystème dans lequel la plante se développe. Donc, c'est une espèce qu'on appelle volontiers transformatrice et qui va changer, transformer le milieu dans lequel elle se développe. Bon, à côté de ça, c'est aussi une nuisance socio-économique. On sait qu'elle est capable de causer des dégâts aux infrastructures. Alors, elle va préférentiellement s'installer là où elle trouve des failles. Hein. Elle ne va pas arriver à détruire des blocs de béton énormes et qui sont bien solides. Mais là où il y a des failles, où il y a des fissures, etc., partout, la plante s'installe et tend quand même à déstabiliser les ouvrages d'art. Voilà pour les impacts. Et maintenant, en termes de gestion, eh bien, il y en a quand même un gros souci parce que c'est une plante qu'il est très difficile de maîtriser. C'est une plante qu'on va qualifier de quasiment indestructible. Donc, elle est, donc si on essaye, par exemple, de la contrôler en mettant des bâches du géotextile ou des choses comme ça, ben, il va falloir, on en reparlera, bien choisir ses matériaux. Parce que si on a des toiles tissées, par exemple, très facilement, la plante va arriver à trouver des failles et à passer au travers. Vous voyez sur la droite une zone qui est fauchée régulièrement, mais dans laquelle la plante repousse inlassablement, année après année. Et pour revenir sur cela, je voulais parler en 2 minutes d'une petite expérience qui a été menée en collaboration avec la commune de Gembloux. Et donc, on a réalisé là, dans des massifs, dans des clones tests de renouée, des fauches répétées qui ont été faites à raison d'une fauche toutes les 3 semaines en période de végétation, ce qui représente 10 fauches par an, plus ou moins, avec ce processus qui a été répété pendant 3 années successives. Et donc, qu'est-ce qu'on observe avant-après? On voit effectivement au départ, on a des massifs de renouée qui sont très denses, très hauts, et après 3 ans, la renouée est un peu affaiblie et elle produit, mais elle est toujours là. Donc, on n'a pas du tout supprimé, et pour peu qu'on arrête la pression de fauche, qu'on arrête de gérer, très vite, elle tend à reconquérir l'espace et à croître de nouveau de manière importante. Donc, avec une fauche répétée, on est capable de réduire sa vigueur, de diminuer très fortement la taille des tiges et de, par exemple, restaurer une visibilité le long des voiries, là où c'est nécessaire. Mais comme Claude a pu nous le dire il y a 2 jours, finalement, c'est l'opérateur qui risque de s'affaiblir et de se décourager plus vite que la plante qui, malgré toutes les fauches qui sont réalisées,
n'est pas complètement détruite et qui continue à reproduire de nouvelles tiges inlassablement à partir de son système de rhizome. Alors, ce qu'on a pu observer aussi dans cette expérience qui a été réalisée pendant 3 ans, et c'était presque systématique sur tous les clones dans lesquels on a pratiqué de la fauche répétée, c'est qu'à quelques distances du clone d'origine, on a vu apparaître de nouvelles pousses qui n'étaient pas là au tout début de l'expérimentation. Et donc, vous voyez ici la zone qui était régulièrement fauchée. Eh bien, à 20 mètres de cette zone-là, on a vu apparaître, pink ici, une toute petite plante de renouée. Et donc, on n'a pas vu ça dans un site, mais dans tous les sites d'expérience, on a vu apparaître de nouvelles plantes. Alors, au début, on s'est dit, on a mal regardé, elles devaient déjà être là avant. Surtout qu'on ne voyait rien hein, entre la zone fauchée et les 20 mètres, et les petites plantes qui apparaissaient à 10 ou 20 mètres de là. Et donc on s'est dit, on avait sans doute mal regardé, ou est-ce possible? Et donc on a creusé pour regarder ce qui se passait à 20 mètres de là. Et assez systématiquement, on a retrouvé en dessous de la jeune pousse de renouée un rhizome de section très importante, hein, de diamètre d'une pièce de 2 euros, qui partait en ligne droite vers la zone, vers le clone d'origine de renouée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait de pratiquer une fauche régulière sur cette zone-là a conditionné la plante à produire des rhizomes latéraux qui se sont étendus sur des distances très importantes et donc a provoqué en quelque sorte une extension spatiale du clone de renouée. Et donc, il y en a un vrai comportement d'évitement de la plante qu'il va falloir aussi maîtriser si on veut s'en sortir. Donc le problème est vraiment à l'air comme ça, presque insoluble, et donc on va y revenir tout de suite. Mais avant de parler de lutte, avant de parler de gestion, je crois qu'il est important de parler de mesures préventives. Et donc la première chose qu'on peut faire en tant que gestionnaire, c'est d'éviter de propager la plante. Et donc ça, c'est vraiment capital et très, très important. Comme on sait que la plante est difficile à gérer, que ça coûte vite très cher, que les techniques ne sont pas faciles à mettre en place, eh bien, il faut être particulièrement attentif pour éviter, d'une manière ou d'une autre, de disséminer cette espèce vers des lieux limitrophes et éviter aussi des pratiques de gestion qui vont favoriser l'extension des clones de renouée. Alors la photo que vous voyez ici, c'est sur le même site que celui que j'ai montré en photo tout à l'heure, où on voyait une extension latérale des massifs de renouée le long de la route. Et donc on voit clairement, quand on a commencé à se renseigner sur la gestion de la renouée et qu'on voit un peu ce qu'il faut faire, quand on voit ce genre de pratique, on est tout à fait dans le contre-exemple. C'est typiquement le genre de choses qu'on ne doit pas faire. Donc on est passé ici dedans avec un engin mécanique qui a fragmenté les tiges de renouée et qui en a envoyé de tous côtés. Et donc, on a créé autant de petites boutures qui vont être capables de redémarrer et de redonner de nouvelles plantes. En termes de dispersion de la renouée, le CISALB en France a produit cette plaquette qui est vraiment bien faite et qui est bien illustrative de la manière, des techniques de dissémination de la plante. Donc, la plante ne se dissémine pas tellement par graines ou seulement les hybrides, mais en tout cas pas le Fallopia japonica typique. Les tiges, les nœuds des tiges peuvent se bouturer et donc constituent, il faut déjà être très très attentif et éviter de disperser des morceaux de tiges. Il faut aussi éviter de broyer ces tiges et de faire du paillage, par exemple, avec elles, parce qu'à partir de ces petits fragments de tiges, on peut avoir production de nouvelles plantes. Mais l'organe le plus critique en termes de dissémination, ce sont les rhizomes, et en particulier la zone d'interface entre la partie souterraine et les tiges, ce qu'on appelle le collet racinaire de la plante, qui est très très riche en bourgeons, et qui permettent très facilement de régénérer de nouveaux individus. Et donc, en termes de gestion, on va devoir être particulièrement attentif à contrôler les mouvements de déchets verts et également les mouvements de terre qui sont contaminés par des collets ou des rhizomes de la plante qui sont donc extrêmement aptes, prompts à se reproduire et à produire des boutures. Donc les mouvements de terre, on y revient. Vous voyez sur les photos ici des terres qui ont été bougées, remaniées avec de la renouée. C'est très très typique.
en Wallonie, je crois qu'au moins 3/4 des stations où on trouve de la renouée sont des terres de remblai qui ont été déplacées. Donc c'est vraiment le vecteur principal de dispersion de la plante. Et donc le premier conseil, la première recommandation à faire, c'est de ne pas bouger les terres sur lesquelles se développe la renouée. Et si on n'a pas le choix, et si on doit réellement les bouger, il faut les traiter. Donc là, il y a différentes choses qui peuvent être proposées. Il y a de l'enfouissement de ces terres sur site, sur chantier, si on peut le faire en profondeur. Si on n'arrive pas à les enfouir très en profondeur, il faut les encapsuler dans des membranes. On peut aussi les exporter vers des centres d'enfouissement technique et on peut aussi les traiter avec des techniques sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, qui permettent un broyage fin, notamment du substrat. Donc attention pour la propagation. Premier risque, ce sont les mouvements de terre. Le deuxième risque, le deuxième facteur de propagation, c'est tout ce qui concerne le fauchage des bords de route, qui a grandement favorisé donc, la dispersion de l'espèce dans le paysage. Vous voyez ici une photo très typique d'une route le long de laquelle on va retrouver à intervalles réguliers des petits massifs de renouée. Donc tout a démarré en un seul spot, un seul endroit, et progressivement, à force de passer avec des gyrobroyeuses et d'autres engins pour faucher les bas-côtés de la route, eh bien, on dissémine des fragments qui vont se rebouturer et donner naissance à de nouveaux massifs tout au long de la voirie. Donc attention, au niveau de ces techniques de fauche, etc., il faut absolument éviter de passer avec un bras de fauche mécanisé au travers d'un massif de renouée sous peine de la propager plus avant. Et alors, il y a les déchets verts. Donc, à nouveau, ici, ces déchets, les nœuds de ces tiges peuvent donner naissance à des boutures et à de nouveaux individus. Quand les tiges sont fraîches, pas les tiges qui sont séchées et qui ont été attaquées par le gel. Et donc, ces déchets verts, ils doivent faire l'objet d'une destruction adéquate. Alors, c'est quoi une destruction adéquate? Eh bien, il y a différentes possibilités. Il y a le compostage industriel qui, contrairement à ce qui a parfois été écrit dans certains articles, fonctionne assez bien, mais il doit être industriel. On doit atteindre les pics de température qui sont préconisés en la matière. Et donc, ça doit être réalisé de manière professionnelle. Donc, si on fait un petit compost dans le fond de son jardin, la température ne monte pas très haut dans le compost, alors la plante n'est pas détruite, mais si on atteint des températures de 60 degrés pendant quelques jours, eh bien, la plante est détruite de manière adéquate. On peut aussi envisager de la biométhanisation, on peut évidemment incinérer la plante. Par contre, on doit à tout prix éviter de broyer ces tiges et de les utiliser pour faire du paillage. Il n'est pas question de faire de BRF, du bois ramé à le fragmenter, avec de la renouée, sous peine de la propager avec tous ces substrats qu'on va utiliser après dans les plantations ou pour d'autres usages. Donc, troisième élément à prendre en compte en termes de prévention, c'est donc cette gestion de déchets verts. Donc, je rappelle les mouvements de terre numéro 1, numéro 2, la fauche des bords de route, et numéro 3, la gestion adéquate du produit de fauche et des déchets verts de la renouée. Voilà. Et avant d'aller plus loin et d'entrer vraiment dans les différentes techniques de lutte qu'on peut recommander contre cette plante, je proposerais à Raphaël peut-être de nous dire s'il y a des questions qui sont déjà produites, et le cas échéant, on peut faire une petite pause pour y répondre avant d'attaquer vraiment ce qui a trait à la lutte contre la plante. Est-ce qu'il y en a, Raphaël? Il n'y a pas de question qui est rentrée. Moi, j'en aurais une. Euh, apparemment, la fauche, c'est sur du vraiment long terme. On n'arrive pas à tuer la plante avec la fauche. Est-ce qu'il est possible que ce soit plus simple de la contrôler pour pas qu'elle s'étende, que le clone s'étende? Oui, je vais y venir tout de Ah, suite. ok. Donc, mais quand on voit la carte que j'ai montrée et les photos avec la formation de très grands massifs de renouée, on se rend bien compte qu'on ne va pas arriver à limiter et à éliminer tout ça. Et donc, on va devoir un peu prioriser nos actions. Et ce qu'on conseille, nous, c'est
de se poser la question de savoir si ce massif de renouée qui est là, est-ce qu'il est vraiment gênant? Est-ce que c'est un vrai problème en termes de visibilité, en termes de structure d'ouvrages d'art, de bâtiments, en termes de biodiversité? Ou bien est-ce que finalement on ne peut pas simplement le laisser sur place? Et donc ce qu'on conseille de faire, c'est là où il n'y a pas de gêne avérée, c'est de le laisser simplement et surtout de ne pas intervenir dessus, quoi. Et donc, parce qu'on sait bien que si on fauche, si on coupe des tiges, on va produire du rhizome latéral et on va favoriser l'expansion du clone. Par contre, si on évite d'y toucher, naturellement, il ne va pas s'étendre très très vite et on va pouvoir le laisser là. Donc, je ne suis pas sûr que ça réponde tout à fait à ta question, mais c'est une façon si en finalement fait, de ne pas y toucher du tout, quoi. ça y répond totalement. Vous préférez gérer éviter qu'il s'étende plutôt que de l'éliminer, vu la difficulté. Ouais. Ok. Il n'y a pas d'autres questions? Ah, si, peut-être. Pardon, elles sont rentrées. Okay. Si pas d'action, aucune expansion. Donc, c'est sous forme de question. Donc, en gros, est-ce que si on n'intervient pas, l'expansion se fait pas ou est très limitée? Oui, elle est limitée. Maintenant, on ne peut pas garantir que le massif ne va pas bouger du tout. C'est aussi difficile de garantir que personne ne va venir couper dedans. Et donc, on a aussi, on est un peu forcé, contraint, pour être efficace, de travailler très fort sur la communication avec les différents gestionnaires et les différents acteurs. Et donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire, parce que la tentation est grande, à un moment ou l'autre, pour un gestionnaire d'aller intervenir dans un massif de renouveau. Ok. On nous demande en fait comment cette plante est-elle gérée dans son milieu naturel, notamment au Japon. Alors l'origine donc au Japon, la plante est surtout présente sur des sols volcaniques et dans des milieux, oui, des milieux pionniers, euh, mais assez typiquement, quand on compare la taille des massifs, la taille des plantes, leur vigueur au Japon avec ce qu'on observe ici chez nous, on se rend compte que les plantes au Japon sont beaucoup plus intégrées dans la végétation qui est en place. Elles sont beaucoup moins vigoureuses et elles sont surtout beaucoup plus attaquées par toute une série d'organismes, de champignons, d'insectes phytophages qui vont attaquer les rhizomes, qui vont attaquer les tiges, les fleurs de la plante et qui vont limiter fortement sa vigueur. Donc on a des situations assez contrastées entre ce qu'on peut observer chez nous et ce qu'on observe dans son aire d'origine. Mais on aura l'occasion d'y revenir tout à la fin au niveau de la lutte en abordant brièvement la question de la lutte biologique. Parfait. Bon, on peut aller de l'avant, il n'y a pas d'autres questions. On va continuer. Je pense que c'est surtout la lutte qui va susciter les questions. Et donc, mais donc on est en tant que cellule de coordination sur les problématiques d'espèces invasives, on est sollicité au quotidien par des gestionnaires de tout poil, je vais dire, par rapport à des problèmes de renouée. Donc tous les jours, on a des coups de fil ou des emails avec des interpellations de citoyens, de gestionnaires, effrayés d'avoir de la renouée du Japon et demandeurs de conseils pour arriver à maîtriser cette plante. Et donc pour essayer de répondre au mieux à toutes ces sollicitations, on a développé des fiches techniques et aussi un arbre décisionnel pour choisir les techniques qui sont les plus appropriées pour tenter de résoudre les problèmes que les citoyens rencontrent. Et donc ces fiches ont été rédigées et elles sont disponibles sur notre site internet à l'adresse biodiversité.wallonie.be/renouée, je la redonnerai encore tout à l'heure, et sur laquelle toute cette information est téléchargeable. Et pour réaliser ces fiches, donc nous, on n'est pas vraiment un centre de recherche universitaire avec beaucoup de chercheurs, et donc on n'a pas nécessairement vocation première, en tout cas, de faire de la recherche scientifique, même si on vient en appui scientifique,
on a des missions scientifiques, mais on n'est pas une vraie institution de recherche. Et donc, ce qu'on a fait, c'est, oui, on a travaillé avec certains gestionnaires pour réfléchir ensemble sur des protocoles pour commencer à tester certaines techniques. Mais on a surtout tenté de rassembler l'information qui était disponible à gauche et à droite, l'information qui était disponible en Wallonie, donc avec nos gestionnaires à nous, mais aussi l'information qui était publiée dans les régions limitrophes. Donc, on a pas mal travaillé aussi avec nos collègues flamands, avec des collègues hollandais, des collègues français, pour essayer, donc pour regarder les tests qu'eux avaient faits, pour regarder ce qui avait été publié chez eux et pour essayer, au final, de synthétiser toute cette information pour la résumer sous forme de fiches. Alors, elles n'ont pas toutes été strictement validées, ces techniques, mais à un certain moment, on s'est dit qu'on pouvait aussi faire confiance à ce que les autres ont testé pour nous et en faire profiter tout le monde. Et donc, je vais vous synthétiser un petit peu tout ça. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail sur chacune des techniques, mais on va pouvoir voir en tout cas quel est l'éventail et voir que certaines de ces techniques sont plus opportunes dans certaines situations que dans d'autres. Et dans notre arbre décisionnel, on commence par poser une série de questions. Et la première question, c'est de savoir si on se trouve en tout début d'infestation. Et donc, on retrouve ici les situations qui ont été évoquées par Claude il y a 2 jours déjà, de plantes qui s'installent à partir de fragments de rhizomes le long des cours d'eau et qui commencent donc à se développer, à former de nouveaux massifs de renouée. Et le défi, le challenge ici est d'arriver à détecter ces petites plantules, ces nouveaux foyers d'infestation et d'intervenir tout de suite. Donc, on y reviendra tout de suite, mais donc voilà. Si on est dans ce cas de figure-là, on a une situation où, avec une intervention minimale, on arrive à éviter de gros problèmes pour le futur. Et donc, on va les traiter en priorité. Donc, première question, est-ce qu'on est en tout début d'infestation? Alors souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, on continue. Et donc, la deuxième question, on revient sur ce que je disais déjà, est de savoir s'il y a une nuisance qui est réellement avérée. On imagine bien que sur la photo ici, effectivement, le massif commence à poser problème. On voit que le mur, par endroits, est relativement fragilisé et on imagine bien que si on n'intervient pas, à terme, on va avoir un souci au niveau de l'infrastructure. Donc là, il y a une nuisance avérée. On peut avoir des nuisances avérées pour d'autres raisons, par exemple des plantes qui se développent directement en bord de voirie et qui créent une gêne importante en matière de visibilité. Et donc ça impose de nouveau une action. Par contre, il y a toute une série d'autres cas sur, je ne sais pas moi, des terres de remblai, sur un terrain qui n'a pas d'usage spécifique, par exemple, où la renouée est bien installée et où elle ne représente pas vraiment une gêne. Et dans ce cas, on recommandera plutôt de ne pas y toucher et de ne rien faire du tout. Donc, deuxième question, y a-t-il une nuisance avérée? Alors, s'il y a une nuisance avérée, on continue. Et il y a une troisième question qui nous semble tout à fait capitale, c'est de savoir si on a les moyens, si on a les ressources pour mettre en place des actions sur le long terme. Et donc ça, c'est capital en matière de renouée. Et on doit tous bien avoir ça en tête, c'est qu'on n'a pas de solution miracle, ou très peu en tout cas, qui permettent de se défaire rapidement d'un problème de renouée. Donc on doit travailler obligatoirement sur du long terme et on doit, quand on commence des actions, être assuré de pouvoir mener ces actions sur le long terme. Parce que si on commence une action, comme on voit ici, avec de l'arrachage de tiges de renouée sur la photo, si on sait qu'on va faire ça la première année, mais qu'on ne va pas avoir de suivi dans le temps, alors il vaut mieux ne rien faire du tout parce que finalement, on va faire pire que bien et on va favoriser plus encore la vigueur et la dissémination locale de la plante. Donc, troisième question, et c'est important, avant de commencer, avant de s'y mettre, on doit sécuriser des ressources pour pouvoir travailler sur du long terme. Alors, quand on en est là, on en arrive à faire le choix de la technique. Et donc, on les a regroupés en 4 grandes catégories, dont la première est l'arrachage précoce, donc qui correspond au tout début des infestations, comme on a vu tantôt. Donc, on va arracher les plantules et à ce moment-là, le système de rhizome, il est peu développé. Donc, on peut avoir
une action efficace avec un labeur qui est très limité. Et donc, c'est vraiment intéressant. La deuxième famille de techniques, c'est tout ce qui a trait à l'élimination localisée. Et quand on parle d'élimination, ça veut dire qu'on va travailler sur le rhizome. Et donc, on va travailler sur le sol. Et donc, on est parti avec des engins d'excavation. Donc, c'est des moyens lourds, mais c'est à notre connaissance les seules techniques qui vont permettre vraiment d'éliminer l'arnouée quand elle est bien établie quelque part, qui vont permettre de l'éliminer avec une certaine garantie qu'elle ne va pas un jour repousser. Et donc, on va devoir là vraiment travailler sur les rhizomes. Et puis, on a deux autres groupes de techniques qui sont ce qu'on a appelé des techniques d'atténuation. On va travailler cette fois-ci sur des organes aériens. On va travailler sur les tiges avec différentes techniques qui vont permettre de réduire fortement la vigueur de la plante. Alors, sur les petits massifs, quand on vient avec de l'atténuation, parfois avec beaucoup de chance, on va pouvoir éliminer complètement le massif. Mais on ne peut pas, en tout cas, garantir ce résultat-là. Donc, ce qu'on recherche plutôt ici, c'est de réduire la vigueur de la plante, de l'intégrer autant que possible dans le milieu environnant, de réduire ainsi ses nuisances, mais malheureusement, on ne s'en défait pas complètement, et donc on doit continuer à vivre avec cette renouée, mais en faisant en sorte que les nuisances qu'elle produit soient les plus faibles possibles. Voilà 4 groupes de techniques et on va y venir, on va les parcourir ensemble l'une après l'autre. Et donc le premier groupe, c'est donc ce qu'on appelle l'arrachage précoce donc des plantules de renouée. Et donc on peut avoir un arrachage précoce qui est lié à, enfin, quand c'est du Fallopia japonica, c'est toujours de la multiplication végétative et ça peut être des morceaux de rhizome qui sont transportés par les flots, par les cours d'eau, juste en bordure de la rivière, ou alors des mouvements de terre dans lesquels on a des petits fragments de rhizome qui vont aussi donc redémarrer et redonner de nouvelles plantes. Et bien, sur des terres qui ont été nouvellement transportées, on peut aussi pratiquer de l'arrachage précoce, pour autant que le volume de rhizome dans le sol soit suffisamment limité. Et donc ça, c'est facile, tout le monde peut faire ça. Donc on s'arme simplement d'une bêche et on extrait l'entièreté de la plante avec son système de rhizome, de racines, du sol, et on élimine ça proprement, donc soit par incinération, soit par compostage. Mais donc on extrait l'entièreté de la plante que l'on détruit. Et en principe, c'est facile puisqu'on n'a pas de système de rhizome ou de racines qui descend très très profond dans le sol. Le deuxième groupe, donc l'élimination localisée, donc je l'ai dit, là on va travailler sur le rhizome dans le sol, mais en dessous des gros massifs de renouée, donc ils sont bien développés. Donc on a besoin pour ce faire d'engins d'excavation. On va creuser tout le sol qui est contaminé par le système de rhizome. On va voir sur quelle profondeur tout de suite sur la dia suivante. Et on a 3 techniques en fait pour, d'une manière ou d'une autre, se défaire ou traiter ce sol contaminé par les rhizomes. Donc il y a une technique qu'on n'a pas encore mis en œuvre chez nous, mais qui a été bien développée par nos voisins français. C'est le concassage-bâchage du sol. Et donc, le principe, c'est de broyer très finement le substrat et de le déposer en andins sur lesquels on va placer une bâche et dans lesquels les petits morceaux de rhizome vont lentement pourrir et se détruire. Et au bout de 18 mois de bâchage, en principe, si ça a été bien réalisé, eh bien, tout le rhizome est détruit. Et le sol peut être considéré comme décontaminé et peut être réutilisé pour d'autres usages. Donc, c'est une technique intéressante et qui va pouvoir être développée dans le futur sur base de partenariats avec le secteur privé. Et donc, j'ai entendu aussi dans l'exposé de Claude que des tests sont en route au Québec avec des variantes de ce concassage-bâchage pour et aussi donc, assurer une décontamination des sols outre-Atlantique. Alors, 2 autres techniques, si on ne peut pas, on n'a pas les engins ou la place pour réaliser ce traitement du sol, mais on peut simplement enfouir
les sols contaminés sur le chantier directement, en profondeur. Si on n'arrive pas à l'enfouir à très grande profondeur, on peut aussi l'encapsuler dans des bâches qui devront être convenablement positionnées. Et on peut aussi simplement, entre guillemets, exporter ce sol alors vers des centres d'enfouissement technique. Ça a un prix, ça a un coût relativement important, mais quand on n'a pas d'autre solution, mieux vaut faire ça que de faire n'importe quoi avec ces terres pleines de rhizomes. Donc voilà, au niveau de l'élimination, donc on travaille sur le sol contaminé et on élimine d'une manière ou d'une autre donc ce sol à rhizome pour l'évacuer ou le traiter hors du site. Donc ça, c'est les normes qui ont été établies par rapport au volume de sol qu'on peut estimer être contaminé par les rhizomes de renouée. Alors vous voyez qu'on ne doit pas juste creuser sous la plante, mais qu'on doit évacuer ou traiter des volumes de sol qui sont quand même assez importants. On est plus raisonnable que nos collègues britanniques qui préconisent parfois de creuser jusqu'à 5 ou 8 mètres de profondeur. Ça n'arrive presque jamais. Et on pense donc au droit du massif, en descendant à 2 mètres de profondeur, la plupart du temps, on arrive à éliminer tout le sol qui est colonisé par le rhizome. Et alors latéralement, on doit aller quand même relativement loin aussi. On préconise d'aller jusqu'à 5 mètres tout autour du rhizome, surtout s'il y a eu des pratiques de fauche auparavant. Il y a une grande chance qu'on ait des rhizomes latéraux qui se sont développés. Et donc, on doit traiter tout ce sol-là également. Donc ça, c'est le minimum, à notre sens, qui doit être traité. Et alors, on recommande aussi de regarder ce qui se passe sur les fronts de taille, sur les coupes, sur le profil des fosses qu'on a creusées, pour être sûr qu'on ne retrouve pas encore des sections de rhizomes. Et le cas échéant, on va devoir continuer, on va devoir aller plus loin pour vraiment tout éliminer. Donc, vous voyez sur la photo à droite, on voit très bien les petites sections oranges dans le profil qui montrent la présence de rhizomes et qui indiquent qu'il faut continuer à creuser pour arriver à tout éliminer. Juste quelques photos ici qui proviennent de France sur le genre d'engins qui sont utilisés pour faire le concassage-bâchage. Et donc, ça peut être des engins broyeurs qui sont sur des godets, ou bien ça peut aussi être des engins tractés par des tracteurs qui vont pulvériser très finement le sol. On va ensuite souvent recouvrir d'une bâche pour parfaire le travail et assurer donc un pourrissement, une décomposition des rhizomes. Voilà, donc ça c'était pour les techniques d'éradication localisée qui travaillent sur le sol. Et puis parfois, on n'a pas la possibilité ou on n'a pas les budgets pour arriver à traiter le sol. Et donc, il nous reste plus 36 000 autres options que de travailler sur les organes aériens. Et là, on a deux situations. Soit on a des petits massifs de renouée dont la taille ne dépasse pas 50 mètres carrés, soit on a affaire à des très gros massifs de renouée. Et en fonction de la situation, en fonction de la taille de ces massifs, on va recommander deux groupes de techniques différentes. D'un côté, pour les tout petits massifs, eh bien, on a trois techniques. Donc, il y en a une qui consiste à réaliser du bâchage localement. On va devoir bâcher pas seulement là où on a des tiges, mais on va devoir recouvrir aussi un périmètre de sécurité tout autour. Et donc, très vite, quand même, on arrive avec des surfaces de bâche qui sont importantes. Et donc, on a un coût associé à ce bâchage. On a des techniques qui sont de l'arrachage répété, qui ressemblent à la fauche répétée, sauf que là, on va aussi enlever la partie supérieure du rhizome. On va enlever les collets racinaires et tout ça. Mais donc, on va devoir détruire ces organes convenablement, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ce sont des organes bourrés de bourgeons et donc qui vont potentiellement pouvoir régénérer de nouvelles plantes très facilement si on n'y prend pas garde. Donc l'arrachage répété, mais qui fonctionne très bien parfois sur des tout petits massifs, on arrive parfois à l'éliminer complètement
avec cette technique et j'ai plusieurs collègues, j'ai vu qui m'écoutent ici, qui sont de fervents adeptes de cette technique-là et qui ont de très très bons résultats au niveau de l'arrachage répété sur les tout petits massifs de renouée. Et puis, il y a une technique qui a été promue aussi, qui est l'injection d'un herbicide dans les tiges. Alors, en Wallonie, il y a, au niveau de la lutte chimique, il y a une technique qui est agréée au niveau officiel pour lutter contre la renouée, qui consiste à pulvériser un herbicide systémique dans les tiges de renouée à la descente de sève, donc au début du mois de septembre, et qui donne certains résultats. On va y revenir tout de suite. Voilà, donc rapidement sur le bâchage quand même. On peut réaliser ce bâchage de deux manières. On peut le réaliser soit directement en surface, soit en enfouissant la bâche dans le sol. L'important, c'est d'avoir, comme je le disais, un périmètre de sécurité autour. Et donc là, on parle de nouveau de distance de 4 à 5 mètres à partir des tiges pour être sûr de bien recouvrir tout le rhizome. Et puis au bout des surfaces qui sont bâchées, de faire des sections verticales dans le sol pour bien enfoncer la bâche, au moins jusqu'à 50-80 cm de profondeur, pour qu'elle soit convenablement fixée et pour éviter une extension encore latérale du rhizome éventuelle. Et alors, si on doit faire des raccords de bâche, comme ça arrive souvent, il faut que la bâche, que ces raccords soient très, très bien réalisés, parce que la renouée a un malin plaisir à trouver toutes ces zones de faiblesse et à s'infiltrer et à redémarrer à partir de toutes les failles ou de tous les raccords qui seraient mal réalisés. Donc il faut vraiment être très très soigneux et il faut aussi travailler avec des bâches très résistantes. Et si on ne le fait pas, très vite on va avoir donc la plante qui va pousser au travers et tout le travail qui est réalisé qui sera ruiné. Donc voilà, le bâchage est une option pour des tout petits massifs, pour autant qu'on puisse installer la bâche sur des surfaces suffisantes pour couvrir tout le système de rhizome. Et alors la lutte chimique, donc l'injection dont je parlais tout à l'heure, je voulais quand même vous dire ceci. Donc tout de suite, quand on voit les pistolets injecteurs et qu'on imagine qu'on va mettre de l'herbicide systémique qui va bien être véhiculé, transloqué dans la plante, on se dit que c'est génial. Avec cette technique, on va pouvoir s'en défaire complètement et qu'on touche ici à la solution miracle. Et là, je vais devoir malheureusement vous décevoir un petit peu parce que ce n'est pas nécessairement une solution miracle. Et donc, on voit sur le petit graphique, d'abord sur la photo que vous voyez ici, on a typiquement un côlon de renouée qui a été traité avec une injection de glyphosate qui a été réalisée à la bonne période. Donc, on a fait une injection unique dans les tiges. Et quand on revient le printemps suivant, qu'est-ce qu'on voit? Au début, on ne voit pas grand-chose. On pense que la guerre est gagnée et qu'on a éliminé la plante. Mais assez rapidement, si pas la première année, au moins la deuxième année après l'injection, on revoit de petites plantes, de petites repousses de renouée avec des tiges qui sont souvent beaucoup plus fines et un peu tordues, comme sur la photo ici. Et progressivement, donc on a cette plante qui reprend de la vigueur et qui redémarre. Et si on continue à ne rien faire, à attendre et à la regarder, 4 à 5 ans après le traitement, on va retrouver notre massif et notre clone de renouée comme il était en l'état juste avant le traitement. Donc, c'est juste comme si on n'avait rien fait. Et donc, voilà, on a quelque part une illusion que le chimique va nous permettre de gagner la guerre, mais une injection unique comme ça, même d'un produit réputé systémique et qui est véhiculé normalement dans tous les organes de la plante, ne suffit pas à éliminer la renouée. Et donc, on doit travailler de manière répétée et, comme c'est souvent le cas dans la lutte contre la renouée, tenter de combiner alors cette lutte chimique avec d'autres techniques pour affaiblir davantage le massif et avoir des résultats qui vont pouvoir persister dans le temps. Voilà pour le troisième groupe de techniques et on aborde maintenant le quatrième cas de figure qui est le plus problématique, ce sont ces grands massifs de renouée
qui occupent vraiment beaucoup de place et qui occupent en surface plus de 50 mètres carrés. Et donc, dans ces cas de figure-là, les techniques dont je viens de parler, on ne peut plus trop les utiliser parce que simplement les surfaces sont trop grandes et ça revient vraiment trop cher que de commencer à injecter un herbicide dans chaque tige ou de déployer de grandes bâches sur le terrain. Et on en est donc réduit à utiliser d'autres techniques. Et quelles sont-elles? Donc, on a la fauche répétée dont j'ai parlé tout à l'heure, avant la première salve de questions. Donc, la fauche répétée qui est une solution localement si on doit restaurer la visibilité le long d'une voirie, par exemple, mais qui n'est pas non plus une solution miracle et qui va devoir être effectivement répétée, je vais dire presque éternellement, pour pouvoir conserver un intérêt élevé. Et donc, il faut beaucoup de ressources pour pouvoir le faire, pour pouvoir perdurer dans l'action. Ou sinon, ça ne va pas bien fonctionner. Et si cette fauche est insuffisamment répétée, eh bien, on va avoir très rapidement production de ces rhizomes latéraux qui vont donc entraîner une extension latérale du clone avec peut-être un résultat qui finalement est tout à fait à l'opposé de ce qu'on voulait faire au départ. Donc la fauche répétée, localement, oui, pourquoi pas, mais qu'on va aussi tenter parfois de combiner avec d'autres techniques. Alors le pâturage, les chèvres, les moutons, on peut faire du pâturage aussi avec des chevaux ou avec certains bovins. C'est une plante qui est bien appétée, elle a été introduite notamment aussi parce que, comme fourrage, donc pour la production de biomasse pour les animaux. Donc elle est très très bien consommée là où il y a du pâturage. Et donc ça constitue aussi potentiellement une solution, mais avec, exactement comme dans la fauche répétée, un effet qui ne va pouvoir produire son effet que tant qu'on a du bétail qui est présent sur le site. Donc dès qu'on va enlever les animaux, si on arrête de pâturer le site pendant 2-3 ans, eh bien, très vite, la plante va reprendre du poil de la bête et se redévelopper. Et donc, c'est une solution tant qu'on a des animaux à disposition, que le terrain se prête à ce que ces animaux soient en activité là-bas. Eh bien, on peut effectivement alors réduire la vigueur de la plante. Mais en général, donc, ça se fera sur des terrains où le pâturage est une technique de gestion pour gérer la renouée, mais aussi pour gérer le milieu dans son ensemble, indépendamment de la présence de cette plante envahissante. Et puis, on a un dernier type de technique qui sont les plantations de différents types, ce qu'on appelle parfois le génie végétal, et je vais y venir tout de suite. Voilà. Alors, donc, le génie végétal, donc l'idée, c'est vraiment de favoriser ici des plantes indigènes, des plantes de chez nous qui sont très compétitives et qui vont permettre de réduire la vigueur de la renouée. Et donc, on a plein d'options ici, et ça va dépendre un peu du milieu. Et donc, on peut travailler avec des arbres ou des arbustes. On peut travailler avec des plantes grimpantes, on peut travailler avec d'autres herbacées qui sont très couvrantes. Et voilà, j'ai voulu en illustrer une, qui est le cas du sureau-yèble, pour lesquels nos collègues français ont fait des études en laboratoire et ont vu que non seulement ce sureau-yèble, il couvre très bien le sol et il est assez compétitif vis-à-vis de la renouée, mais aussi il produit des composés de nouveau chimiques dans le sol qui seraient cette fois-ci inhibiteurs de la croissance de la renouée. Voilà. Ce sont des résultats de laboratoire. À ma connaissance, on n'a pas encore réellement de démonstration de l'efficacité du sureau-yèble sur la concurrence avec la renouée en conditions réelles sur le terrain, mais c'est quelque chose qui mériterait certainement d'être testé. Voilà. Et alors, ce génie végétal, il est d'autant plus intéressant à prendre en compte quand on peut le combiner avec d'autres techniques. Donc, on peut très bien imaginer que, voilà, si on plante dans un massif de renouée et qu'on ne fait que planter, on va avoir beaucoup de travail au départ parce qu'on va devoir, les premières années, éclaircir très fortement et recouper les renouées et tout ça pour que ces plantes qu'on a plantées ne soient pas étouffées et mises à mal par les renouées qui sont présentes sur le site. Et donc, on peut très bien imaginer de compléter alors la plantation avec localement des techniques de bâchage ou des techniques de lutte chimique. On peut très bien faire une injection initiale, affaiblir fortement la plante et tout de suite, dans la foulée, donc assurer les plantations
pour parfaire le travail qui a été initié avec l'herbicide. Voilà, j'en ai presque fini. On n'a pas trop intégré dans nos fiches qui datent maintenant de 2018 et qu'on va devoir prochainement remettre à jour d'autres techniques possibles encore sur lesquelles je voulais juste dire 2 mots. Et donc il semble que de nouveau sur base de l'expérience française, on puisse aussi installer autour des renouées des écrans racinaires qui permettent de limiter l'expansion latérale des rhizomes. Donc un peu comme on fait pour les bambous. Et donc on peut aussi associer l'installation de bâches de ce type-là si on veut confiner un massif de renouée quelque part et éviter une extension latérale plus importante. Donc bon à savoir aussi et à utiliser souvent donc, en complément avec d'autres techniques. Et alors, tout en bas là, de la diapo, vous voyez un petit insecte assez sympathique. C'est un psylle. Et donc, c'est un organisme qui a fait l'objet de programmes de lutte biologique et qui a été sélectionné en laboratoire par des équipes de recherche au Royaume-Uni et qui semble penser que son introduction, c'est un insecte qui vient du Japon et qui attaque l'arnoué, qui attaque son système foliaire et qui laisse penser que son introduction et son établissement sur notre territoire seraient de nature à affaiblir fortement la plante. Et donc les Anglais ont réalisé déjà maintenant, après la recherche en laboratoire, des introductions massives de ce petit insecte sur le terrain. Et les Hollandais ont reçu aussi une autorisation pour le faire. Et donc, ils ont commencé aussi à faire des essais en vraie grandeur, on va dire, sur le terrain, de lâcher de ce petit insecte. Et l'avenir nous dira si effectivement ça fonctionne, s'il s'installe correctement et s'il arrive effectivement à affaiblir la plante. Et donc, c'est peut-être une piste intéressante pour le futur. On saura bientôt si ça fonctionne et dans quelle mesure ça peut effectivement fonctionner. Donc voilà pour l'éventail de ces techniques de lutte contre l'arnoué, dans lesquelles il va nous falloir choisir. Techniques qu'on va pouvoir combiner parfois les unes avec les autres pour augmenter leur efficacité. Et vous voyez, en tout cas, pas de vraie solution miracle qui permettrait de se défaire facilement et à moindre coût d'un massif de renouée. Donc on doit composer avec tout ça pour arriver à cohabiter le mieux possible avec cette plante envahissante. Donc si vous me le permettez, je vais prendre encore 2 minutes de votre temps avant les réponses aux questions pour vous suggérer une lecture intéressante. Et donc je profite de la présence de nos amis québécois ici. Ah oui, pardon, je n'y suis pas encore. Je voulais juste dire voilà, que toute cette information, rappeler que toute cette information est présente sur notre site internet. On va retrouver l'arbre décisionnel, on va retrouver toutes les fiches qui sont assez bien illustrées. Donc, je vous rappelle l'adresse du site internet. Donc, c'est biodiversité sans accent.wallonie.be/renouer au pluriel et une nouvelle fois sans accent. Et tout ça est téléchargeable facilement. Et donc la présence de nos amis québécois pour vous parler d'un livre que j'ai coécrit avec un collègue français, Guillaume Fried, et où on a regardé un petit peu tous ces problèmes d'invasion, que ce soit de l'arnoué, mais d'autres espèces végétales aussi, ou des espèces animales également. Et où on a vu que ces dynamiques d'invasion sont finalement, ou d'envahissement par des espèces indigènes ou des espèces exotiques, sont finalement assez semblables d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Et notamment au niveau des cormorans, on a tous nos pêcheurs ici en Wallonie qui se plaignent pas mal de l'expansion des populations de cormorans qui mettent à mal, d'après eux, les stocks de poissons. Eh bien, on a exactement la même chose en Amérique du Nord avec le cormoran aigrette. Et en Amérique du Sud, on a encore un autre cormoran qui fait la même chose, le cormoran vigois. Et donc, on s'interroge dans le livre sur la raison, finalement, de toutes ces proliférations qui ne sont pas limitées à un seul endroit et qui, comme par hasard, sont apparues un peu partout, aux 4 coins de la planète, il y a quelques décennies, avec une intensité qui tend à s'accroître avec le temps. Je ne vais pas déflorer la suite, donc si ça vous intéresse, je vous recommande cette lecture-ci. Vous trouverez en annexe du livre aussi toute une série de fiches espèces
et notamment de l'information sur la renouée du Japon et de l'information aussi sur une plante banale chez nous, mais très envahissante au Québec, c'est la salicaire pourpre. Voilà pour ce que je voulais vous raconter. Donc, on va voir maintenant, Raphaël, si on a d'autres questions. On a quelques questions et commentaires. Première question, c'est un suivi de la biomasse est-il un paramètre intéressant pour juger de l'efficacité de l'action, en fait, et pour communiquer au grand public, aux bénévoles également, l'avancée de la lutte? Je pense au fait de pouvoir démontrer, par exemple, à déterminer des carrés de suivi de la biomasse sur 1 à 2 mètres carrés et démontrer que ce poids diminue d'année en année. Oui, alors, je vérifie juste. Vous avez toujours le partage d'écran ou je dois... Oui, oui, oui. Alors, ah voilà, je l'arrête. Voilà. Et donc, oui, donc si on fait de la fauche répétée, par exemple, et qu'on récolte donc tout ce qui est coupé, ben, on va voir que progressivement, effectivement, coupe après coupe, et puis année après année, euh, on réduit la biomasse qui est produite. Et donc, ça nous donne un peu l'impression que finalement, oui, on va y arriver et on va gagner la guerre à force de couper et de fauches répétées. Mais en tout cas, nous, on l'a fait pendant 3 ans et on a vu que ça ne suffisait pas. Des expériences similaires ont été réalisées dans des pays voisins. Et donc, on réduit la vigueur de la plante. Progressivement, on va favoriser les orties, les ronces ou la végétation compagne qui va s'installer. Là où, initialement, on n'avait que de la renouée. Et donc, la renouée va se mélanger avec la végétation en place. Mais à ma connaissance, il y a très, très peu de cas dans lesquels on arrive vraiment à s'en défaire. Et il faudra vraiment un acharnement très important et un tout petit massif de renouée au départ pour arriver par une fauche répétée à se défaire complètement de la plante. Ouais, en gros, c'est pas parce que la biomasse diminue au fil des années qu'on a gagné la lutte. Voilà. Euh, Petite question, c'est avez-vous déjà testé vous-même des profondeurs d'enfouissement? Alors, on a testé, on a pu mesurer des profondeurs, ah oui, pardon, des profondeurs d'enfouissement de sols contaminés. Non, on n'a Oui. pas réalisé ça nous-mêmes. Donc, on se réfère plutôt à des études qui sont réalisées à l'étranger. Mais on est assez intimement persuadé qu'on ne doit pas descendre à 8 mètres de profondeur pour avoir du résultat. C'était une question de Claude Lavoie, donc si jamais vous, vous pouvez vous communiquer. Commentaire de Claude, les broyeurs portatifs ne sont pas sur le marché en Amérique du Nord et l'efficacité en France est discutable, même avec bâchage. Oui, mais donc nous, de nouveau, ici, ce n'est pas des techniques qu'on a testées chez nous. J'entends bien, et effectivement, quand on lit un peu les rapports et ce qui est produit, que localement, on a des très bons résultats, mais qu'ils ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Et en tout cas, ce qu'on constate, c'est que ça ne s'improvise pas. Et donc, pour avoir vraiment un résultat à la hauteur des attentes, il faut un accompagnement technique des opérateurs sur le terrain, au moins au début, pour être sûr que la technique soit bien mise en œuvre comme il se doit. Et il faut aussi que le broyage, avoir des broyeurs très puissants pour avoir une fragmentation très importante du substrat et des rhizomes qui sont dans le sol. Donc, si le broyage n'est pas assez fin, ça marche mal. Concernant l'herbicide, l'injection glyphosate vient tout juste en novembre 2020 d'être interdite au Canada par l'ARLA. Et l'injection est plus gourmande en herbicide que la pulvérisation, mais il y a moins de dérives. Donc ça doit être plus cher à la réalisation, mais il y a moins de dérives. Nous c'est ça, c'est la renouée, on la retrouve souvent sur les milieux riverains. Et en milieu riverain, ben, on est comme bloqué avec l'utilisation des herbicides. Donc, les herbicides, si c'est une solution, elle ne peut pas être appliquée dans tous les milieux, au moins pour nous. C'est un peu pareil chez nous. Donc, l'utilisation des herbicides en bordure de rivière est a priori interdite, en tout cas en pulvérisation. Mais on peut avoir des dérogations pour des injections localisées dans le cas de la renouée.
mais ça reste très localisé et très limité dans l'espace. Et donc, effectivement, donc voilà. Maintenant, par rapport au prix, ben, comme on va pouvoir l'appliquer que sur des très petites surfaces, le différentiel de prix entre le volume et encore, je pense que chez nous, on applique le même volume à l'hectare. Donc, je pense qu'on n'a pas de différence dans la quantité de matière active qui est épandue. Mais même s'il y en avait une petite, comme on a affaire à des surfaces qui sont relativement réduites, c'est pas vraiment significatif. Par contre, on a montré que l'efficacité en injection était plus grande que l'efficacité en pulvérisation. Et on est aussi assez convaincu que l'impact sur les espèces de plantes non ciblées est fortement réduit si on applique une injection convenablement que quand on pulvérise. Ok. On a un commentaire qui nous dit: Je vous invite à jeter un coup d'œil aux travaux de l'entreprise Eltel, E-L-T-E-L. Ça se passe en Suisse, sur le bord du lac Léman, qui a développé des machines qui injectent de l'eau chaude à haute pression dans les racines, avec des résultats, semblerait-il, efficaces à 70%. Peut-être une piste de solution là. Oui, Un on en autre parle parfois de ces injections. Enfin, il y a toute une série on voit fleurir toute une série d'idées par rapport à des injections d'eau chaude, de mousse chaude, à des techniques électriques aussi pour induire un courant dans le sol qui détruirait tous les rhizomes. Je n'ai rien lu jusqu'ici, aucune démonstration très claire de l'efficacité de ces techniques-là. On en a testé en termes d'injection de mousse chaude, par exemple, soi-disant, d'après le producteur, ça fonctionnait super bien, mais c'était la solution miracle. On a testé localement et on a été très, très déçus par les résultats. Donc, je ne dis pas que d'office, ça ne va pas fonctionner, mais j'attends de voir. Je voudrais voir des preuves d'abord et des tests réalisés de manière rigoureuse avant de recommander leur usage. Et il est assez peu probable en fait qu'on arrive à détruire le rhizome dans son entièreté, parce que c'est bien ça qu'il faut faire. Si on veut arriver à éliminer complètement la renouée, il faut arriver à détruire tous les morceaux de rhizome pour avoir un résultat qui est durable et efficace. Okay. Un commentaire qui nous dit: Au niveau de notre zone d'action, en particulier en Gaume, terre calcaire, nous menons des tests de plantation de clématite. À ce jour, c'est compliqué d'avoir un bon résultat. Oui, donc on a parfois recommandé la plantation de clématites ou d'autres plantes grimpantes qui effectivement concurrencent assez bien la renouée. Donc ça fait partie de la palette, de l'arsenal de végétaux qu'on peut essayer de favoriser pour limiter un peu la vigueur de la renouée. Mais donc la question est aussi d'abord d'arriver à implanter correctement la clématite et d'avoir des conditions qui permettent de la bouturer facilement. Et on a remarqué, ben voilà, malheureusement, le changement climatique étant à l'œuvre ici en Wallonie de manière très importante, ben, donc, au cours des 2 dernières années, on a eu 2 épisodes de sécheresse massive en été qui ont impacté très très fortement la végétation, qui ont d'ailleurs aussi un peu impacté la renouée. Elle tirait bien la langue il y a 2 ans à la fin de l'été. Donc elle n'était pas éliminée, mais on voyait que la vigueur de la plante était fortement diminuée. Et donc les plantations clématites qui ont été réalisées ces 2 dernières années à cause des conditions très sèches pendant l'été ont limité la reprise des plants et des boutures qu'on a pu installer. Mais bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas trop se décourager et qu'on va finir par avoir des années un petit peu moins sèches et que ça va pouvoir fonctionner. Ouais, ça, faut espérer aussi. Euh, Commentaire de Claude: Les Anglais en ont fait grand cas de l'insecte, mais ils sont très discrets depuis, ça ne semble pas fonctionner très fort. Et là, c'est pareil. Moi, quand vous en avez parlé, je me suis dit, c'est importer un insecte exotique. Oui, Euh, sans trop savoir ce qu'il peut générer lui comme problématique dans 10 ou 15 ans. oui, mais donc là, on a 2 choses. Donc il y a le risque que l'insecte ne se développe et n'aille consommer autre chose que de la renouée. Je pense que ce risque est relativement maîtrisé parce qu'on a quand même des années de recherche expérimentale en laboratoire où on a testé l'appétence de différents végétaux pour la bestiole, où on a mesuré tout ça et normalement, il faut que
qu'un organisme de lutte biologique comme celui-là passe avec succès ces différents tests que pour pouvoir être introduit dans l'environnement. Autrement dit, s'il est un peu trop polyphage et pas assez spécifique par rapport à la plante contre laquelle on veut lutter, eh bien, on ne va pas autoriser son introduction. Et donc, on a fait la même chose au Canada pour la salicaire, en introduisant différents coléoptères européens. Et pour autant que je sache, on a réalisé des tests de longue durée en laboratoire et on a sélectionné des organismes qui, jusqu'ici, tentent à rester bien spécifiques et à ne pas attaquer grand-chose d'autre que la salicaire avec, chez vous, là-bas, apparemment des succès qui sont vraiment intéressants avec une régression importante de la plante envahissante. Alors, pour la renouée, mais donc je ne suis pas trop inquiet par rapport à la spécificité des psylles qui ont été sélectionnés par les Anglais. Mais par contre, ce qui marche semble ne pas trop fonctionner, c'est que l'insecte ne s'acclimate pas très bien au climat anglais. Et donc, il ne s'établit pas bien sur le terrain et ces populations ne sont pas très prospères. Et donc, effectivement, si l'insecte ne s'établit pas, eh bien, à terme, on ne peut pas espérer avoir un résultat très probant sur la renouée. Et on va devoir peut-être se tourner vers d'autres organismes que celui-là. Ok. Il y a eu quelques commentaires sur le pâturage, en fait. Il y en a certains qui disent que elle n'est pas appétante, en fait, pour les chevaux, les bovins, les moutons. Une autre personne dit uniquement pour les caprins. Est-ce que vous avez vu, vous, cas concret d'utilisation d'animaux pour la fauche, hein, le broutage? Alors, on commence seulement à mettre ça en œuvre, donc on n'a pas de nouveau testé ça nous-mêmes réellement. Mais on a eu de l'expérience, notamment des collègues hollandais qui ont testé différentes choses et qui semblent mettre en avant que ça fonctionne relativement bien avec une combinaison de l'action des animaux au niveau à la fois, on va dire, de ce qui est brouté et consommé par le bétail, mais également une action du piétinement au niveau du sol. Et donc, les nouvelles pousses de renouée sont sectionnées finalement par les sabots des animaux qui parcourent le terrain. Mais est-ce que ça se limite aux chèvres ou est-ce qu'il y a utilisation de vaches Aux Pays-Bas, ils utilisent d'autres choses et il y a même des porcins et des vaches ou des chevaux qui sont parfois utilisés. Mais il semble que les résultats les plus intéressants soient quand même des résultats avec les chèvres. Et l'intérêt des chèvres aussi, c'est qu'elles sont capables de ployer les tiges. Et donc, quand on n'a pas l'occasion d'amener les animaux en début de saison de végétation sur le terrain, qu'on intervient plus tard, elles vont ployer les tiges de renouée et aller manger les bourgeons terminaux des tiges et donc avoir une action même sur les plantes de grande taille. Ok. Il y a eu un commentaire sur la pulvérisation où la personne dit que, en règle générale, les biologistes s'obstinent à le faire au mois de septembre et qu'il serait préférable de le faire en début de saison, au mois de mai. Donc, commentaire. Oui, je ne peux pas répondre précisément à cela. Donc, nous, on a essentiellement testé en décembre de Sèvres et on avait comparé, c'est le Jean-Bouin Agrobiotech qui avait été financé par l'administration pour faire ces tests. Ils ont testé différentes matières actives, isolées ou en cocktail, par pulvérisation et par injection. Et donc, les résultats sont disponibles dans une étude d'Elbar et al. Et donc, il montre en tout cas là une efficacité quand même importante en descente de sève, mais donc sans détruire complètement la plante, mais une forte réduction de vigueur. Il y a des études anglaises qui ont été publiées depuis lors et qui parlent effectivement, selon les matières actives, qu'on pourrait avoir effectivement une efficacité plus grande à d'autres saisons. Mais donc, ça va dépendre à la fois donc on doit combiner la saison d'intervention avec le type de matière active avec laquelle on travaille. Donc certaines seront plus efficaces au printemps et d'autres plus efficaces en descente de sève. Mais dans le cas du glyphosate, pour ne pas le citer, il semble que l'efficacité soit plus grande en descente de sève. Ok.
On avait une autre question, en fait, la même question sur les espèces invasives. En fait, si c'était pas trop hasardeux, vous avez répondu là-dessus. Et moi, mes questions, suite à votre réponse, c'est mais qu'est-ce qui se passe quand il y aura plus de renouée? Parce elles ciblent la renouée principalement, mais le, le, le principe d'un ravageur, c'est généralement que quand il s'attaque à une plante, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'autre de disponible. Euh, Mais donc, en fait, dans les organismes phytophages, si on caricature un petit peu, on a deux types différents, quoi. Donc, on a des phytophages assez généralistes qui vont facilement shifter d'une espèce végétale à l'autre. Euh, voilà, et qui souvent ont une action sur le végétal qui est modérée. Donc, il ne va pas y avoir une défoliation complète. Et donc, ces espèces sont relativement opportunistes et elles sont capables de se nourrir sur toute une série de végétaux. Maintenant, il faut savoir que la plupart des végétaux, eh bien, ils se défendent par rapport à ces organismes qui essayent de les consommer. Et donc, ils produisent toute une série de molécules plus ou moins toxiques ou plus ou moins anti-appétantes qui vont avoir tendance à repousser ces insectes ravageurs. Et les plantes qui produisent ces composés-là, ben souvent, elles sont peu attaquées par des insectes généralistes, mais elles vont être plus volontiers consommées par des insectes beaucoup plus spécialisés qui ont la capacité, dans leur système enzymatique, de détoxifier les molécules toxiques qui sont produites par la plante. Et là, on a des mécanismes de coévolution et d'adaptation des insectes phytophages qui sont assez fins, où on a des espèces qui vont aller se nourrir spécifiquement d'insectes, par exemple, qui vont aller se nourrir spécifiquement d'une seule espèce de plante ou de quelques espèces de plantes très voisines qui sont, par exemple, dans le même genre. Et donc, c'est ce qu'on appelle les espèces oligophages. Et ces oligophages-là, donc, ils sont spécialisés et ils vont se nourrir là-dessus, mais ils auront beaucoup de mal à shifter et aller un jour, si le végétal disparaît, à aller se nourrir d'autres choses. Maintenant, je ne pense pas non plus, et peut-être que vous avez une expérience intéressante par rapport à ça au Québec, par rapport à la salicaire. Je ne pense pas qu'avec ces organismes de lutte biologique qu'on va introduire, on va éliminer complètement la plante envahissante d'origine exotique. On va réduire fortement sa vigueur, elle va être moins présente dans les habitats, dans le paysage, mais elle sera toujours là. Donc il restera toujours un petit peu à manger pour ces bestioles-là. Et je ne suis pas trop persuadé qu'un jour, on va avoir une disparition complète de la salicaire en Amérique du Nord et que nos petits coléoptères européens vont avoir le loisir et la possibilité et la faculté de s'attaquer à d'autres végétaux. Parfait. Moi, je veux juste préciser, hein, je suis pas sceptique hein, par rapport à l'apport d'un insecte, mais c'est toujours intéressant d'avoir les arguments en fait des gens qui sont dans ce domaine-là, parce que c'est le genre de questions qui, nous, sur le terrain, on va se la faire poser si on parle de ça. Donc, d'avoir vos réponses nous aide aussi à répondre aux autres. Ouais, peut-être par rapport à ça, on peut parler un peu de coccinelle asiatique. Ouais, Euh, on en a. Là, on a un cas très malheureux de lutte biologique, mais qui a été réalisé aussi dans des conditions qui sont loin d'être optimales. Donc, on a, dans le cas de ces coccinelles qui étaient ramenées du Japon, on a eu production en masse de cet insecte, une production en masse qui était très facile en fait, parce qu'on arrive à élever des coccinelles asiatiques avec un petit peu de poudre de perlimpinpin. On va lui donner du pollen ou une nourriture artificielle riche en protéines, et ça va bien fonctionner. Et en fait, cette coccinelle, elle est extrêmement polyphage. Et donc, on peut la nourrir avec du puceron, mais on peut aussi la nourrir avec des larves d'autres coccinelles ou toute une série d'insectes. On peut la nourrir avec du pollen et d'autres sources de protéines. Et donc, elle est facile à élever. Elle a été donc produite à très bas prix et introduite en masse dans l'environnement avec, soi-disant, un effet attendu très important sur les populations de pucerons. Et donc, on a commencé à l'introduire hors du Japon, sur le continent nord-américain. On a essayé à de multiples reprises, ça a à chaque fois pas fonctionné, un peu comme avec le psyll en Angleterre.
l'espèce ne s'acclimatait pas, et puis tout d'un coup, ça a fonctionné, ça a marché, et ça a marché bien au-delà des espérances. Et donc, la coccinelle s'est répandue très, très rapidement sur tout le continent nord-américain. Et plutôt que de manger des pucerons, ben, on s'est rendu compte qu'elle consommait aussi tous les insectes qui gravitent autour des colonies de pucerons, et donc que c'était plutôt un super prédateur qu'un prédateur de pucerons. Et donc, elle a consommé toutes les autres espèces de coccinelles qui se trouvaient là-bas, ou d'autres insectes prédateurs encore. Et donc, typiquement, ben, on est dans le cas de figure qui est tout à fait opposé à ce que je disais tout à l'heure. Ou plutôt que de sélectionner un insecte qui est très spécialisé, inféodé à une espèce qu'on veut arriver à diminuer, dont on veut affaiblir les populations, eh bien, on a sélectionné un machin qui est hyper polyphage, qui n'est pas du tout spécialisé et qui s'attaque à plein de choses différentes. Et donc, de manière inconsidérée, donc on a lâché cette super espèce dans l'environnement avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui et avec la disparition quasiment de toute une série d'espèces de coccinelles en Amérique du Nord. Et puis on a vu ça arriver en Amérique du Nord, et en Europe, on n'a pas été très malin. 10 ans après, fort de cette histoire nord-américaine, on a fait la même chose, et certains industriels ont introduit le même auxiliaire en Europe, avec exactement l'histoire qui s'est répétée sur le continent européen, et la prolifération de l'asiatique aux dépens des coccinelles indigènes. Et donc, toute cette histoire a pas mal jeté le discrédit sur la lutte biologique, et avec raison. Et donc là, on est dans le cas d'une utilisation vraiment inconsidérée d'un organisme de lutte biologique qui n'a pas du tout été accompagné correctement d'un point de vue scientifique, avec des conséquences particulièrement funestes, et qui, malheureusement, ont aussi jeté le discrédit sur tout le secteur de la lutte biologique, qui est pourtant, je pense, dans la lutte contre les plantes envahissantes, un outil, une partie de l'éventail des techniques qui sont à notre disposition pour arriver à réduire un petit peu le problème d'invasion et la vigueur de ces plantes envahissantes. Des commentaires de Claude qui dit qu'il est très sceptique, il a vu ces machines, il n'en croit pas un mot. Alors, je crois qu'il a des solutions miracles en technologie. L'électricité, les quelques solutions que vous avez citées en dernier. Là. Ouais, on est assez d'accord, alors, c'est bien. Il appuie aussi la question de la lutte biologique. L'insecte fait aussi l'objet de tests au Canada. Les tests scientifiques sont parfois clairs, sont pourtant clairs. Août, septembre est mieux. Je crois qu'il doit parler pour la pulvérisation. Si je ne m'abuse. Et en lutte biologique, le but n'est pas l'éradication, seulement le retour d'un équilibre. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait une différence. Ouais. L'objectif n'est pas le même non plus. Parfait. On a un commentaire dans le chat. Qui est sur la pulvérisation et la personne en fait mentionne que les tests n'ont pas ça a pas été la pulvérisation n'a pas été testée au printemps. Je ne sais pas si ça peut si on peut faire un lien, mais mes collègues qui ont travaillé sur la berce du Caucase ont aussi quand c'était comment dire, ou trop grand, ou probablement difficile au niveau du terrain pour s'assurer d'arracher correctement la berce. Ils ont eu à faire quelques pulvérisations. Je crois au nombre je crois qu'il y en a eu moins de 5 sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches. Je sais qu'ils ont commencé tôt en saison et qu'ils en ont fait, en fait, qu'ils revenaient pour savoir s'il fallait recommencer ou pas dans la saison, mais de mémoire, pour avoir travaillé avec eux sur la planification, je sais que la pulvérisation, ils visaient de bonne heure dans la saison. Oui, mais donc là, on est Sur les plantules, en fait. Ouais, on est sur une plante différente. Donc, de manière générale, nous, on favorise vraiment la coupe sous le collet, puisqu'on a là une technique qui est vraiment propre, Oh, pour sélective, la berce, oui. très, très efficace. Maintenant, il est vrai que dans certains types de substrats très caillouteux, la coupe sous le collet est parfois difficile à mettre en œuvre.
Et donc, ou bien si on a voilà, parfois des très grandes surfaces, mais même sur les grandes surfaces, alors ça voudrait dire qu'on devrait mettre beaucoup d'herbicides, et donc c'est quand même pas top. Et Au Royaume-Uni, dans les pays baltes, quoi, ils pulvérisent sur de très grandes surfaces pour lutter contre les berces géantes. Nous, on ne le préconise pas et on ne le fait pas. Mais donc, on a fait quand même quelques essais pour les conditions très particulières. Et donc, on a eu de très, très bons résultats avec une pulvérisation unique au printemps sur des plantes qui sont encore de très petite taille et qui sont... et de ce fait-là, donc on ne doit pas avoir des quantités de produits trop importantes et on peut facilement circuler sur le terrain. Par contre, si on attend que les berces soient immenses, la pulvérisation devient beaucoup moins pratique à mettre en œuvre et je la déconseillerais plutôt, quoi. Et donc, le moins possible en chimique chez nous, la berce. Et quand on doit absolument y avoir recours, c'est effectivement plutôt au printemps où on a de bons résultats. Mais où on ne va pas de nouveau, voilà, ça peut de nouveau sembler une technique miracle, mais donc on va tuer toutes les plantes qui sont développées au moment où on pulvérise, mais on a une banque de graines dans le sol qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer. Et donc, on va devoir répéter l'opération année après année pour épuiser cette banque de graines et pour arriver à se défaire complètement d'une population de berces. ouais. Et Claude rajoute que, en fait, c'est vrai, la berce est complètement différente, c'est pas une plante à rhizome. L'intervention sur la berce est peut-être pas à copier pour la renouée. Pour la renouée, on doit vraiment avoir un produit qui se transloque jusqu'au fin fond du rhizome. Et donc, effectivement, c'est un mode d'action très différent. En début de saison, apparemment, les fournisseurs préconisent l'utilisation en début de saison aussi. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions et des commentaires. Bien. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre présentation. Je remercie tout le monde d'avoir assisté à cette présentation. Et j'invite tout le monde à aller voir les autres sujets qui ont été aussi enregistrés et qui sont disponibles sur notre site internet au cobaric.qc.ca où on traite les sujets que j'ai cités en début de rencontre. Donc merci bien et au plaisir. Merci à tous et bonne fin de journée. Alors pour nous, c'est déjà ici en Belgique presque la nuit qui tombe. L'heure de l'apéro. Merci bien. Au revoir. Au revoir.